Si je vous disais que le 10 juin 2024, il s'est passé quelque chose d'historique. Quelque chose qui va changer peut-être le fonctionnement économique mondial et aussi celui de la crypto. Et oui, le 10 juin, c'est la fin des accords du Quincy. Alors, peut-être ça ne vous parle pas, ce sont les accords du pétrodollar, quelque chose qui était très important. Mais pourquoi ça importe autant que ça? Pourquoi nous sommes en train de passer d'une ère où le Bitcoin serait peut-être la solution à une crise économique majeure mondiale? Bonjour, c'est Cryptoï, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et accessoirement, je suis aussi passionné d'économie comme vous avez pu le voir. Et je vais vous parler d'une réflexion importante que j'ai autour du Bitcoin et de ce qu'il risque de se passer en macroéconomie. C'est une des rares situations, voire même unique, voire même encore historique, qui peut avoir un impact long terme sur notre vie et sur la façon dans laquelle le monde se comporte. Et le Bitcoin peut en être la solution. Et on va commencer par expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Gardez bien en tête que je vais vous expliquer en quoi le pétrodollar avait permis aux USA de pouvoir asseoir économiquement quelque chose de très très fort et imprimer absolument autant de billets verts qu'ils le souhaitaient. Et pourquoi c'est quelque chose qui a changé et quelle va être la phase du monde qui va arriver parce que justement il n'y a plus le pétrodollar. Et ça vous allez voir que c'est vraiment très important et c'est quelque chose qui va être lié directement au Bitcoin comme étant une solution potentielle. On parle de pétro-Bitcoin sans forcément aller jusque-là. C'est une notion qui est très importante, notamment dans un monde d'inflation, parce que oui, nous allons être dans un monde d'inflation. C'est un petit peu le résumé qu'on pourrait avoir sur cette nouvelle. Le fait que l'Arabie Saoudite a mis fin à l'accord de 50 ans autour du pétrodollar. Pour rappel, le pétrodollar, c'était la possibilité unique de pouvoir acheter du pétrole auprès de l'Arabie Saoudite avec des dollars. Vous ne pouviez pas acheter avec de l'euro, avec des francs, avec n'importe quelle autre monnaie. Il fallait impérativement du dollar. Pourquoi c'est important? Ça veut dire que sur le marché d'échange, c'est-à-dire le fait de pouvoir échanger de l'euro en dollars, il fallait impérativement acheter du dollar pour acheter du pétrole. Tout le monde a besoin de pétrole. Tout le monde, dans les 50 dernières années, avait une consommation en augmentation du pétrole. Pétrole égale croissance. Croissance égale évolution de la place géopolitique de la société et du pays en question. Forcément, il fallait détenir du dollar pour détenir du pétrole. Pétrole égale dollar, dollar égale pétrole. Il y avait cette relation qui était très très forte. Et donc ça voulait dire qu'il y avait une demande croissante sur le nombre de dollars potentiels et sur l'émission du nombre de dollars. Ça veut dire que plus il y avait de demandes sur le pétrole, plus il y avait une demande de dollars, tout simplement. Et ça, c'est terminé. Ça, c'est terminé depuis le 10 juin 2024. C'est quelque chose qui est très important. Concrètement, ça veut dire quoi? On a une macroéconomie qui est totalement en transformation. On a une macroéconomie américaine qui va changer, qui va devoir s'adapter. Et c'est quelque chose qu'on est déjà en train de voir, que ce soit dans la partie equity, donc c'est-à-dire la partie action, qu'on va aller voir dans quelques instants, dans la partie gestion du dollar, qu'on ira voir ensuite, et quel est le scénario qui est le plus probable qui va se passer dans cette gestion de la dette américaine? Parce que concrètement, on émet du dollar pour payer la dette américaine, on s'en fout, tout le monde veut du dollar parce que tout le monde veut du pétrole. Maintenant, c'est plus forcément le cas. Concrètement, comment on va gérer ça? Qu'est-ce que ça va impacter? Et justement, cet impact, vous allez voir que c'est excessivement positif pour le Bitcoin. Encore une fois, gardez tout ça en tête parce qu'on va dérouler petit à petit. Donc, pétrodollar, finito, c'est terminé. Ça ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite n'accepte plus les paiements en dollars, loin de là, mais en l'occurrence, elle accepte surtout d'autres monnaies, ce qui est le cas de la Chine, ce qui est le cas forcément de la Russie, même s'ils n'ont pas besoin d'acheter du dollar ailleurs. Quoique, on a vu que ça se faisait quand même dans une volonté d'éviter les sanctions. Gardez bien cette notion de sanctions, parce qu'on va revenir dessus aussi dans quelques instants. Oui, l'économie américaine, si on regarde le Nasdaq, l'indice qui représente la tech US, oui, on a dépassé les 20 000, on est en train de respirer, oui, on est en train de tenir, tout simplement parce que on attend la prise de position de Jérôme Powell. Je replace un petit peu là où nous en sommes, hein, pour vous donner un ordre d'idée que oui, nous avons toujours des taux à 5,5, on a toujours une économie américaine qui est à deux vitesses, d'un côté la tech qui pousse, avec l'accélération portée par ChatGPT et globalement l'intelligence artificielle, donc forcément on a cette partie-là qui est en hyper-accélération, et puis on a le reste de l'industrie qui a quand même beaucoup plus de mal. À tel point que on se pose des questions de cette dualité, le fait qu'on ait d'un côté quelque chose qui accélère, quelque chose qui ralentit,
à un moment donné, il y aura certainement une rupture. Est-ce qu'on n'en est pas si loin que ça? Et justement, tout le monde se tourne vers Jérôme Powell. Jérôme Powell, pour rappel, président de la Fed, qui est lui qui détermine si oui ou non on a les taux qui diminuent. Les taux, ça impacte quoi? Ça impacte le prix de l'argent. Tout simplement, à combien je peux emprunter, à combien je peux créer de l'argent, parce que c'est ça un prêt. Un prêt, c'est je ne prends pas de l'argent de quelqu'un pour le prêter à quelqu'un d'autre, c'est je crée de l'argent et je rembourse cette dette-là avec les intérêts qui sont donnés et avec les montants qui sont récupérés. Et ça, c'est très important, cette notion de dette, gardez-le en tête, parce que c'est le fondement du financement actuellement des États et surtout de l'Amérique. Et c'est quelque chose qui va impacter fortement le Bitcoin, vous allez vite comprendre. Donc cette dette, elle est payée en quoi? En dollars actuellement. Et ça c'est très intéressant et c'est très important. C'est que actuellement, l'actif le plus sûr au monde, je vous l'ai déjà répété, c'est les bons au trésor américain. Le bon au trésor américain, c'est globalement de la dette américaine. Et tout le monde veut avoir de la dette américaine. C'est-à-dire que je donne du dollar, et à l'inverse, on me donne un bon de papier. Ce bon de papier représente un point de dollar, en tout cas un montant de dollars, qu'on va me rendre par la suite. Et ça, c'est très très important, encore une fois, gardez-le en tête, parce que ça sous-entend que pour acheter de la dette américaine, comme pour acheter du pétrole, il faut avoir du dollar. Et forcément, ça va impacter sur le DXY. DXY, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement l'indice du dollar. C'est le poids du dollar versus un panier de devises, voire même la totalité des devises, majoritairement l'euro, mais pas que ça. Et si on regarde que depuis les années 80, on a quand même un dollar qui, en puissance, diminue. Ça veut dire que la force du dollar diminue petit à petit. Et c'est quelque chose qui continue à se marquer, avec un top qui a été effectué en 2022, mais on voit que ce top-là, pour l'instant, on est toujours statué dessus. Oui, techniquement, on est en train de tenir la barre des 100, mais on est dans une forme de consolidation ici. Il faut bien comprendre que, ici, on revient sur cette notion-là, fin d'arrêt, ça veut dire qu'on a un arrêt d'une pression haussière au niveau du dollar. Il y a moins de personnes qui veulent le dollar, parce que, tout simplement, il y a moins d'intérêt à avoir du dollar, on peut acheter, pourquoi pas, en euros du pétrole, en yens, en roubles, peu importe. On peut acheter l'Arabie Saoudite du pétrole pour n'importe quelle monnaie. Et donc ça veut dire qu'il y a moins d'intérêt à avoir du dollar. Donc qu'est-ce qui fait qu'on doit avoir un dollar haut? Qu'est-ce qu'on fait, pour maintenir un dollar haut? Dans l'occurrence, on maintient une tarification qui est intéressante. C'est-à-dire que si jamais je veux avoir du dollar, qu'est-ce qui me motive à avoir du dollar? Du pétrole, pas forcément, mais en tout cas, ça peut être par exemple les bons au trésor américain. Ça veut dire l'actif le moins risqué au monde qui me rapporte le plus. Donc à ce moment-là, il me faut du dollar pour l'acheter, c'est quelque chose qui porte en fait à la hausse le cours du dollar. Et comment je maintiens ça? Je maintiens ça en étant rémunérateur. Ça veut dire qu'il faut que je maintienne des taux d'intérêt supérieurs à ce que je souhaiterais avoir, parce que justement, il faut que les personnes soient incentivées et envie et besoin d'acheter ces bons au trésor pour avoir un rendement suffisamment intéressant pour leur capital investi. Et c'est ce qui permet en tout cas, de tenir le dollar à la hausse. Pourquoi c'est important de tenir le dollar à la hausse? Tout simplement parce que si tout le monde vend son dollar, il faut comprendre qu'à un moment donné, on va avoir une problématique qui va être très compliquée aux USA. C'est la dette, par exemple ici, américaine. La dette américaine, non, ce n'est pas un shitcoin qui est en pleine accélération, non, ce n'est pas le Bitcoin, c'est juste la dette américaine qui est en pleine explosion depuis 2008. Or, si on regarde l'explosion depuis 2008, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. On parle de quasiment 250% d'augmentation en quelques années. Et c'est quelque chose qui est dramatique, parce que tout simplement, c'est un emballement de cette dette américaine. Pour pouvoir financer cette dette américaine, il faut qu'il y ait des gens qui achètent cette dette. Donc il faut qu'il y ait un intérêt à posséder des bons au trésor américains. Les bons au trésor américains sont payés en dollars. Si le cours du dollar s'effondre, les bons au trésor perdent une grosse partie de leur valeur au taux de change. Donc il faut impérativement que le dollar reste suffisamment fort et que les bons au trésor américains restent suffisamment attrayants pour que les gens en achètent. Et là, vous comprenez toute la subtilité. Je vais résumer un petit peu pour simplifier, parce qu'on va passer dans la suite et vous allez voir que tout ça est lié à l'inflation et que certainement on est en train de passer dans une nouvelle version du monde dans laquelle le Bitcoin aura un intérêt très fort. Si je dois résumer cette petite partie, il faut comprendre que on a l'arrêt, ici, du pétrodollar. Ça veut dire que on a moins de personnes qui achètent du dollar. Donc, on a un dollar qui risque de baisser.
Si on a un dollar qui baisse, ça veut dire que derrière, il y a moins d'intérêt à avoir des bons au trésor américain. Donc il faut compenser ça. Pour compenser ça, il faut que les bons au trésor américain rapportent. Pour ça, il faut que l'intérêt, le coût de créer de l'argent coûte plus cher, et donc Jérôme Powell est obligé de maintenir des taux quand même relativement élevés. Est-ce qu'il va être obligé de les maintenir à 5,5 ? Je ne pense pas, mais en tout cas, ici, avec l'estimation que j'ai et la connaissance que j'ai d'ordre général, je peux me dire qu'il va falloir les maintenir au-dessus de 3,5. Gardez-le en tête, parce que c'est quelque chose qui va être très important pour la suite. Parce que oui, il y a autre chose qui rentre en considération, c'est que nous avons la Chine, qui se débarrasse petit à petit de ses bons au trésor américain. C'était quelqu'un qui a acheté énormément de bons au trésor américain, ce n'est plus le cas, donc ça veut dire que cette pression acheteuse continue à diminuer. Et si on réfléchit un petit peu au positionnement qu'a eu l'Amérique, en général, et l'Europe, dans la réquisition des fonds russes qui ont été bloqués, principalement des bons au trésor américain, bon, bah, ça veut dire que les marchés qui ne sont pas, qui sont en confrontation avec l'Amérique, n'ont aucun intérêt à garder des bons au trésor américain, parce qu'ils peuvent se les faire confisquer derrière. Pareil, le problème c'est que l'augmentation des sanctions, ou même ce qu'on appelle l'extraterritorialité du dollar, le fait d'appliquer des sanctions parce que la personne a utilisé du dollar dans une transaction, et donc derrière a utilisé la monnaie, et il se fait sanctionner parce qu'il a utilisé la monnaie dans la façon dans laquelle il n'aurait pas dû l'utiliser. Bref, tout ça fait que les personnes se tournent vers d'autres solutions. Et c'est cette notion de dédollarisation dont on parle déjà depuis un certain temps sur la chaîne. C'est quelque chose qui est en cours, oui, ça c'est une preuve, le fait de voir la Chine qui se sépare petit à petit de ses assets, encore une fois, il faut regarder bien l'échelle pour bien se rendre compte qu'on n'est pas à 0 ici, on est à peine à 800, ça va prendre quand même beaucoup de temps, ils passent plus sur la notion de l'or, gardez-le en tête pour tout à l'heure, ils vendent du dollar pour acheter de l'or. Ok, l'or numérique, ça vous parle ? Gardez-le en tête, on va revenir dans quelques instants. Ici, nous sommes dans une représentation de la mise en place de la dédollarisation, où il y a moins de personnes qui veulent du dollar, qui cherchent d'autres opportunités, principalement parce qu'il y a des sanctions, principalement parce que c'est compliqué à utiliser le dollar, principalement parce que ça donne du pouvoir aux USA qui ne devraient pas forcément avoir, que c'est quelque chose qui leur a permis d'asseoir leur hégémonie sur l'économie mondiale pendant plusieurs années depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et justement, ici, nous sommes dans un point où, en effet, il y a un shift qui est en cours. Est-ce que ça va arriver demain ? Non, absolument pas, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps, qui va se mettre en place sur la temporalité, et encore une fois, il va falloir prendre énormément de recul par rapport à tout ça. Et c'est quelque chose qui va arriver, oui, certainement, mais qui va prendre du temps. Encore une fois, on regarde, on voit ce qui est en train de se passer. Et pourquoi je vous dis que c'est important ? Pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui va changer ? Parce que il y a quelque chose qui va changer dans Jérôme Powell. Je pense qu'on ne retournera plus jamais à un taux à 0%. C'est quelque chose qui restera à 3, 3,5. Et je suis persuadé que l'inflation n'arrivera pas à 2%. Je suis persuadé que l'inflation restera à quelque chose qui est dans les alentours de 3%, voire même 3,5%. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dollar doit être, les bons au trésor doivent être suffisamment intéressants, ok, mais par contre, il faut impérativement que l'inflation reste relativement élevée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ici, on a une dette qui est trop importante. On a une dette qui est vraiment très importante et qui continue à être de plus en plus importante. Si jamais on a une inflation qui est basse, ça veut dire qu'on n'a pas de dévalorisation de cette dette. Là-dessus, c'est un concept qui est relativement complexe si on n'a pas l'habitude, si on n'a pas cet aspect un peu économique, donc je vais essayer de la simplifier vraiment. Mais il faut comprendre que l'inflation, c'est tout simplement une diminution de l'impact de l'argent. C'est-à-dire que $1, plus les années passent, plus l'inflation augmente, moins je peux acheter de choses. Donc c'est-à-dire que si j'emprunte $1 il y a 10 ans, je pouvais acheter beaucoup plus de choses avec que je ne le peux aujourd'hui. Donc quand je rends ce dollar à la personne, en l'occurrence, ça sous-entend que ce dollar-là que je lui rends a moins de valeur que le dollar que je lui ai emprunté. Et c'est quelque chose qui est important, ça veut dire que je dévalorise ma dette grâce à l'inflation. Et pour ça, il y a quelque chose qui est aussi très important, c'est qu'il va falloir arriver à un moment donné à avoir un côté, une inflation qui est supérieure au taux fédéral de la Fed. Et donc, c'est dans ce shift-là où on verra qu'on aura une dévalorisation. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher une inflation qui va être quand même relativement élevée pour pouvoir diminuer l'impact de la dette et continuer à faire de la dette. Parce que c'est un petit peu le cycle.
on continue à imprimer de l'argent tant que c'est possible. Comment on fait pour diminuer ce cargo qu'on charge continuellement? Bah, tout simplement, on fait de l'inflation qui érode cette dette. Et c'est quelque chose que l'on va voir. Donc ça veut dire qu'on arrive dans un monde où on va être inflationniste. Un point, c'est tout. C'est un petit peu l'idée générale que j'ai. Et donc, il y a des choses qui arrivent en se disant, ok, pétrodollar ou pétro-bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisageable? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être cohérent? Dans quel cadre le bitcoin peut rentrer dans cette notion de gestion de l'inflation? Hop, c'est ici. À savoir que, oui, le bitcoin, lui, ne peut pas être inflationniste. Oui, le bitcoin, lui, il y a toujours 21 millions. Même pour être précis, il y en a 16 millions, voire même moins par la suite. Il faut comprendre que plus le temps va avancer, moins il y aura de bitcoin qui sera disponible. Plus le temps va avancer, plus les bitcoins disponibles seront restreints. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très facile. Les personnes sont en train de se rendre compte. On se dirige vers l'or. Je fais rappel à ce que je vous ai dit tout à l'heure. La Chine se débarrasse des bons au trésor américain, achète de l'or. Ok, pourquoi pas plus tard acheter du bitcoin? Ce serait tout à fait cohérent de rentrer dans cette idée-là, et c'est quelque chose qui rentre dans cette réflexion. Et cette réflexion, elle est aussi alimentée par la représentation des détentions, ce qu'on appelle le patrimoine des générations. On a les baby boomers, on a la génération X, on a la Silent Generation et on a les millennials. Il faut comprendre que les papi boomers, à un moment donné, c'est une génération, c'est une wealth qui va forcément dérouler sur le reste des actifs. Et à chaque fois qu'on change de génération, la typologie de patrimoine change. Il y a une période, c'était uniquement de l'immobilier, une autre période, ça a été uniquement de l'action, voire un mix des deux, et forcément, on va arriver dans certainement de la crypto-monnaie et des nouvelles typologies d'assets qui vont être justement résilients à l'inflation. Et donc ça veut dire qu'on a 78 trillions qui sont en attente de basculer sur d'autres typologies d'assets. Ça ne veut pas dire qu'il y aura la totalité, ça ne veut pas dire qu'il y aura une partie, mais oui, je pense qu'il y aura un bout qui va dérouler directement sur le Bitcoin, et c'est un petit peu la mise en place des différents ETF qu'on est en train de voir. Donc oui, quand on regarde le graphique ici de Bitcoin, je suis désolé, c'est excessivement bullish. Oui, court terme, on peut se dire qu'on est bearish, mais encore une fois, on n'oublie pas qu'on est sur une vision weekly, on n'oublie pas que ici nous sommes en vision daily. Mais quand on regarde en vision trimestrielle, qu'on a une vision d'ensemble de Bitcoin, non, nous ne sommes pas bearish, nous sommes bullish. Ce qui est en train de se passer sur la macroéconomie en elle-même est peut-être bearish sur les actions et peut-être bearish sur la vision de la macroéconomie. Mais c'est comme tout, nous sommes dans une phase de transition. Cette transition, elle n'est pas plus mauvaise qu'avant. Ça veut dire qu'il y a des choix à effectuer et que Bitcoin risque de devenir un de ces choix-là. Oui, court terme, on est en train de se poser la question si on va aller chercher les 60 000. Mais encore une fois, la vision n'est pas court-termiste. La vision de Bitcoin est long-termiste. C'est quelque chose où on a une vision sur la représentation de la lutte de l'inflation. Parce que nous sommes dans une crise de dette. Je vous ai parlé de la crise de la dette souveraine en Europe qui est en train d'avoir lieu, notamment en France, dans lequel on se fait un petit peu taper sur les doigts par le FMI. Bon, on se rassure, on n'est quand même pas les seuls à être dans ce cas-là. On a l'Italie, on a la France et on a 7 autres pays dans lesquels on est potentiellement sur un surendettement. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas que nous. Quand on regarde les Américains, c'est quand même les spécialistes dans le domaine, et ils peuvent se permettre de faire ça parce que justement, il y a une demande autour de ça. Il y a une demande sur le fait que l'Amérique a toujours cette image de se dire que c'est le pays le plus solide au monde et que c'est l'actif le plus valide au monde. Mais qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où cette image va s'effondrer? À partir du moment où on va avoir de plus en plus d'inflation et que le dollar sera de plus en plus dévalué, bah à ce moment-là, on va chercher un autre type d'actif pour conserver sa valeur. Il y aura l'or, oui, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'or? L'or, on n'oublie pas qu'on a la notion d'or-papier qui est bien présente. Le fait que l'or en lui-même est, oui, intéressant, mais en même temps, on a la capacité de pouvoir produire autant d'or-papier que l'on veut. C'est le principe des futurs, c'est le principe de ce qui a été mis en place par BlackRock depuis quasiment 15 ans, sans que on se pose trop de questions. Est-ce qu'on va arriver sur la même chose au niveau de Bitcoin? La différence de Bitcoin, c'est que on a la possibilité de valider le nombre de bitcoins qui sont disponibles. Et que le spot est toujours bien présent. Si vous détenez des bitcoins directement sur votre ledger, personne ne peut vous les retirer. Ce n'est pas du papier, ce n'est pas un investissement comme un autre. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qui permet de pouvoir consolider la valeur. Ici,
la valeur n'est pas déflationniste. On voit bien que c'est la représentation de Bitcoin sur du dollar, et si le dollar est déprécié, ça sous-entend aussi que le Bitcoin va être apprécié. Et encore une fois, on est dans cette représentation, et c'est du long terme. Encore une fois, ne faites pas l'amalgame entre la représentation que l'on a quotidiennement des analyses et cette vidéo qui a pour vocation de vous faire réaliser que oui, nous sommes dans un shift qui est en train d'avoir lieu. Il y a eu un événement qui a été historique, l'arrêt du pétrodollar, que c'est peut-être le moment de rebattre les cartes et que, comme tout changement, il y a toujours des opportunités. Et est-ce que ça peut être l'opportunité au niveau de Bitcoin? Fondamentalement, personnellement, je pense que oui. Je pense que c'est un actif dans lequel, en effet, on a une protection contre l'inflation. Est-ce que c'est quelque chose qui va être choisi par les prochaines générations? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant sur le long terme et qui est obligatoire à avoir? Je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est quelque chose où on commence à avoir des outils financiers, comme les ETF, qui permettent d'investir. C'est quelque chose qui, contrairement au dollar et aux monnaies fiat, n'est pas lié à la dette et ne peut pas être multiplié. Contrairement aux actions, c'est quelque chose qui aussi ne peut pas être multiplié. Une action peut être tout simplement émise, ce qui n'est pas le cas au niveau de Bitcoin, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement prendre en considération tout ça et que j'aimerais vous rappeler que nous sommes juste dans un cycle, oui, qui est en transformation, oui, on peut avoir peur, oui, il peut se passer des choses, mais encore une fois, quand je regarde cette courbe, je me dis qu'on est quand même relativement bullish. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, bah déjà merci tout simplement, et n'hésitez pas à mettre bullish justement en commentaire, parce que c'est un petit peu le sujet de cette vidéo, vous faire comprendre que oui, on va avoir peur, oui, on va nous faire compter en anxiété, mais encore une fois, il faut toujours dézoomer et se poser la question, est-ce que c'est vraiment notre problème? Est-ce que j'ai vocation à détenir du dollar? Est-ce que j'ai vocation à détenir de la dette américaine? Non, moi personnellement, je ne détiens pas de dette américaine. Par contre, je détiens du Bitcoin, et j'en suis très heureux. Et vous, est-ce que vous en détenez? Dites-moi tout en commentaire, et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, et qu'il vous a appris des choses, n'hésitez pas à partager, et à vous abonner, et on se retrouve très vite.